Bonjour à tous, les affaires sont les affaires, les tops, les flops de 2019, le bilan de l'année écoulée, mais surtout ce que nous réserve 2020. Bien c'est maintenant, avec celui que vous connaissez tous, Monsieur Économie de POA, Jean Pagési. Alors on est parti pour nos pronostics. Bonjour Jean. Et Cédric, Et très bonne année. merci, ben à toi aussi. Voilà, je me tourne derrière la caméra. Très bonne année à vous tous. Évidemment, on vous la souhaite heureuse et on vous la souhaite bagnolarde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une précision. Nous sommes encore en décembre, voilà, et nous serons diffusés, magie de la télévision, début janvier. Je le dis parce que on peut être, hélas, parfois rattrapé sur des points de détail par l'actualité. Oui. Et comme on va aborder évidemment tous les enjeux économiques de 2020, ne nous en voulez pas si tout à coup il y a une imprécision. On a une tradition dans cette émission avec le ministre de l'économie de POA, c'est de revenir en fait sur les pronostics que nous avions faits il y a un an sur l'année 2019. Et puis ensuite on abordera évidemment ce qui nous attend en 2020. Plusieurs points et qui se sont vérifiés, tant mieux on a eu le nez creux, en matière d'énergie nos pronostics se sont avérés plutôt justes. Alors sur l'énergie, on ne s'est pas trop trompé, effectivement. On avait prédit hausse de l'essence, ce qui s'est passé. On avait prédit très forte hausse en pourcentage de l'électrique et de l'hybride, c'est ce qui s'est passé, même si les chiffres dans l'absolu restent faibles. Et désolé pour toi, mais on vend encore des diesels. On en vend moins qu'avant, mais on en vend toujours, parce que ça reste adapté aux gens qui roulent beaucoup, aux gens qui ont des voitures lourdes. Donc on vend, enfin la part du diesel a fortement baissé, mais elle reste quand même assez significative. On peut avoir des points de repère ou pas? Tu vois, l'essence, ça correspond à je crois que le marché français, je crois que c'est 35% de diesel aujourd'hui. Ça a été 70 ou 75% il y a quelques années. Voilà, je pense qu'on revient à une utilisation du diesel qui est plus conforme aux besoins réels des gens. En matière de produits aussi, ça c'est intéressant. Oui. Il y a eu des trucs qui ont vraiment marché. Oui. Alors on avait dit que les Toyota Corolla et RAV4 allaient marcher, c'est le cas, ça se vend très bien. Le design play et l'hybride, la technologie hybride est dans l'air du temps. Ça les porte. Renouvellement des 208 et Clio, les nouvelles voitures sont réussies, donc là-dessus on ne s'est pas. Oui, démarrage très fort des nouveautés. On ne s'est pas trompé. Je ne sais plus ce qu'on avait dit d'autre. Ah, il y avait le X5 hybride. Oui, X5 hybride, ça qui marche bien. Là-dessus, on ne s'est pas trompé. Et clairement, le fait d'avoir un 6 cylindres et un moteur électrique, tu combines le meilleur des deux mondes. Là, ça répond au fait à une demande importante de tes clients. Oui, après, ça reste un micro-marché, c'est des voitures qui sont très chères, mais en tout cas, dans cette catégorie-là, c'est un modèle qui marche très bien. Et succès du Q3. Le Q3 marche, effectivement. Le Q3 marche bien. Et il y a en revanche, et là on l'avait aussi un peu pointé du doigt, le Volkswagen T-Cross. Oui, ce qu'on avait dit, c'est qu'en termes de qualité perçue, il était décevant. Et en fait, les gens prennent plutôt des T-Roc, voire des Tiguan, parce qu'en tout cas, en location, l'écart de loyer est assez faible. Et clairement, l'écart de niveau de gamme perçu du produit est assez fort entre un T-Cross, un T-Roc et un Tiguan. Et donc, il se dirige plus facilement, c'est le bon sens. Tu dis à quelques euros près, je prends un truc plus valorisant. On s'est aussi trompé. On a notamment pas vu, on avait pronostiqué, c'est étonnant, moi voilà, audimal, le Q8 on le trouvait imposant et tout ça, et en fait. Il plaît. Alors après c'est pareil, c'est un tout petit marché, mais il plaît. On a de la demande pour le Q8, le design de la voiture plaît. Et même si c'est une très grosse voiture qui est apparemment assez à contre-courant des modes de l'époque, son design plaît, donc elle se vend bien, à toute proportion gardée, parce que c'est une voiture qui est très chère. Mais nous, on pensait qu'on ne pouvait pas en vendre une seule, et en fait, c'est une voiture sur laquelle on a eu pas mal de demandes. Un peu de la même manière que l'Evoque aussi. Nous, on le voyait un peu à la peine, et en fait. Alors non, moi non. Alors nous, l'Evoque, on pensait qu'il allait bien se vendre, mais en fait, il est trop pénalisé fiscalement. Donc, je pense qu'il se vendra très bien l'année prochaine avec l'hybride plug-in, mais aujourd'hui, il est fiscalement hors jeu pour les sociétés. C'est pour ça qu'il se vend moins bien que ce qu'on pouvait espérer. Et la série 3 de BM qui est un gros Alors truc. série 3, j'étais peut-être pas très objectif, mais j'en attendais beaucoup. Et force est de constater que les berlines, c'est vraiment en perte de vitesse. Donc il y a un petit intérêt quand le modèle sort, mais en fait très vite ça retombe. Alors en revanche, le break va peut-être davantage se vendre. Peut-être. Mais en tout cas aujourd'hui, clairement, c'est une voiture qui se vend moins qui est en deçà de nos attentes en termes de volume. Et puis alors, il y a un truc qu'on n'avait pas vu venir, on va le dire clairement, même si on l'appréciait, c'est que la Model 3, nous on y est plutôt attaché, on l'aime bien.
Mais elle a Ah renversé ouais, elle a la tout table. explosé. Non, le modèle 3, pour nous, enfin, on savait que ça allait marcher, mais pas à ce point-là. Et nous, je crois que c'était là. On est sur un créneau un peu spécial parce qu'on a quand même beaucoup de premium, mais ça a représenté 10% de nos ventes certains mois, la modèle 3. Et de la catégorie des berlines premium, Attends, 10% de ouais, vente. certains mois, 10% des ventes. Et de la catégorie des berlines premium, on a vendu beaucoup plus de modèle 3 que de classés d'A4 de série 3. Donc non, là-dessus, c'est un succès vraiment très fort. Ça va se poursuivre, le rythme À voir, parce qu'il est question, on va en parler un peu plus tard, que les bonus soient supprimés pour les électriques à plus de 45 000 euros. Du coup, l'intérêt économique de la modèle 3 est quand même fortement réduit par rapport au thermique et au plug-in. Donc, je ne suis pas certain que l'année prochaine, le mouvement se confirme. Je pense qu'on va continuer à en vendre, mais ça va être sans doute moins spectaculaire que cette année. Bon, alors tu nous offres une transition idéale en fait pour aborder la deuxième partie de cette émission. C'est qu'au-delà des produits évidemment, l'année 2020 et l'environnement fiscal de l'année 2020 va conditionner le marché automobile hexagonal. Qu'est-ce qui est acquis aujourd'hui en termes de fiscalité? Alors, c'est une année de transition 2020, parce qu'on en a parlé de nombreuses fois ici, mais ça va être l'année d'application de WLTP. Donc, ce qui est acquis, c'est que jusqu'à fin février, les chiffres pris en compte pour l'homologation sont les chiffres NEDC, donc les chiffres actuels. En revanche, il y a un durcissement assez fort du malus écologique, parce qu'il démarre à 110 grammes et plus à 117 grammes. Et je crois que pour 112 grammes, qui est la moyenne du marché français, on passe de 0 à 100 euros. Pour être sur des exemples un peu plus parlants, un Duster 139 grammes essence, dans un Duster essence qui fait 139 grammes, passerait, je crois, de 600 euros de malus à 1800 euros de malus. Donc voilà, c'est des hausses qui sont assez impressionnantes. Et un Espace essence, par exemple, qui est une voiture qui émet 169 grammes de CO2, qui a aujourd'hui un malus de 4500 euros, aura un malus de 10 500 euros. Donc clairement, grosse hausse des malus. Pour ceux qui nous prennent en cours, on peut peut-être rappeler ce qu'est WLTP. Oui. En fait, c'est des cycles d'homologation des voitures plus proches des conditions réelles d'utilisation, donc avec des consos théoriques et des CO2, des niveaux de CO2 théoriques qui augmentent parce qu'ils sont plus proches de la réalité. Concrètement, aujourd'hui, une voiture qui est censée consommer 4 litres consomme plutôt 6 litres. Et ben avec WLTP, elle consommera, corrige justement ce truc. Donc elle aura des données officielles plus proches de la vraie vie. Et donc au 1er mars Donc au 1er mars, on prend en compte WLTP, mais les barèmes, enfin les grilles de malus et de taxes sur les véhicules de société s'adaptent. C'est-à-dire qu'en gros, on monte de à peu près 20 grammes tous les barèmes, ce qui fait que finalement, le passage à WLTP doit être relativement neutre par rapport à la situation de début 2020. Ça, c'est pour essayer de soutenir un petit peu artificiellement en fait le marché automobile. En fait, c'est pour pas pénaliser. En fait, il y a déjà une première hausse des malus en début d'année. L'idée, c'est que le passage à WLTP ne se traduise pas par une deuxième hausse des malus. Une trop forte douleur. Voilà, donc on va finalement rester dans la même situation. C'est des débats insensés, quasi philosophiques, parce qu'au fond, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, d'entendre déjà des points de repère avec 110 grammes, 110 grammes, c'est le déclenchement du malus au 1er janvier. Dire tout ce qui est au-delà de 110, en gros, c'est les méchants, en dessous, ça va, vous êtes gentils. 1er mars, ah ben non, en fait, c'est 140 grammes. C'est ça, en fait, on augmente. Et ce qui est, en fait, du coup, il y a des nouveaux effets de seuil qui se créent. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a certaines voitures qu'on a intérêt à prendre après le 1er mars. Là, on avait un client récent qui a commandé un Volvo XC60 B4. Donc, c'est 4 roues motrices, diesel, 195 chevaux. Je crois que je suis même certain que s'il récupère sa voiture après le 1er mars, il fait une économie fiscale de 3 000 euros sur les 3 ans de contrat par rapport au coût fiscal qu'aurait la voiture s'il en prenait livraison entre le 1er janvier et le 28 février. Parce qu'en fait, cette voiture-là, finalement, en WLTP, cette voiture-là était au-dessus de certains seuils en NEDC. Elle prend un peu moins que la moyenne en WLTP, du coup, elle repasse sous des seuils pénalisants. Ça fait que cette voiture-là aura un coût fiscal plus faible après le 1er mars qu'entre le 1er janvier et le 1er mars, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures. Donc, il faut être hyper vigilant. Parce que selon les voitures, on peut avoir intérêt à récupérer sa voiture avant le 1er mars ou après le 1er mars. Et ce n'est pas un cas isolé. Ah non, ce n'est pas un cas isolé. Et ça peut aller dans les deux sens. Il y a des gens qui ont intérêt à récupérer les voitures tôt et donc il y a d'autres qui auront intérêt à attendre le 1er mars pour récupérer leur voiture. Non, mais on a surtout intérêt d'être conseillé parce que tu vois, là, le marché devient extrêmement complexe et même selon les configurations. Même nous, on a du mal parce qu'il y a des options qui te font prendre du CO2 en WLTP et pas en NEDC. Enfin, c'est vraiment une analyse à faire au cas par cas. Voilà, on est désolé d'ailleurs de ce débat d'experts parce que nous, on baigne dedans. Mais pour ceux qui veulent vraiment y voir clair, c'est vraiment le moment, surtout si vous êtes sur le point de changer de voiture, il faut téléphoner. Oui, il faut appeler. Il faut un vrai médecin là. Ouais. C'est plus un choix très facile. Surtout qu'il y a des choses dont on est sûr, dont on a parlé là, mais il y a des choses
qui sont pas encore, enfin qu'on entend des bruits de couloir insistants, on va dire, mais qui ne sont pas encore confirmés. Il est question qu'il y ait de déplafonner le malus pour qu'il puisse monter jusqu'à 20 000 euros. Oui, Voilà. on l'entend. Oui. On l'entend, ça c'est le sujet qui est en suspens, on ne sait pas encore si ça va être accepté ou pas. Et l'autre sujet, c'est la réduction du bonus écologique pour les sociétés. C'est-à-dire qu'il est question que les sociétés n'aient plus droit au bonus écologique de 6 000 euros, quel que soit le prix de la voiture. C'est 6 000 euros pour les voitures électriques. Pour les voitures électriques, et en fait que le bonus minimum, enfin le bonus maximum pour les sociétés soit de 3 000 euros. Donc une société qui commande une voiture électrique à moins de 45 000 euros bénéficie de 3 000 euros de bonus au lieu de 6 000 aujourd'hui. Et qu'une société qui finance une voiture au-delà de 60 000 euros n'ait plus de bonus. Donc là, pareil, il faut faire très attention parce que entre une commande aujourd'hui et une commande l'année prochaine, il peut y avoir du coup 6 000 euros sur un contrat de 3 ans. C'est ultra significatif en termes de coût global de détention. Et puis désormais, la date de commande, elle joue, mais le modèle joue. On l'a vu avec l'exemple de la Volvo B4. Enfin, c'est d'une confusion. Oui, en fait, oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui commande sa voiture, elle a potentiellement fin 2019, quelqu'un qui commande sa voiture a potentiellement 3 grilles. Soit il récupère sa voiture en 2019, il a le scénario actuel, soit entre le 1er janvier et le 1er mars, NEDC, mais avec la grille de malus qui est plus sévère que l'actuelle. Soit il récupère sa voiture après le 1er mars, du coup on passe au WLTP et selon les cas, il paye plus ou il paye moins. Donc c'est ultra complexe et c'est en tout cas pas lisible du tout pour les consommateurs. Ce qui est certain, c'est la nouvelle législation va accélérer la tendance vers l'hybride vers le plug-in hybride. Il est probable que la forte accélération attendue de l'électrique avec toutes les nouveautés électriques qui vont sortir soit finalement assez perturbée par la baisse des bonus. C'est totalement paradoxal en fait. En fait, nous, on a eu un peu de mal à saisir l'esprit de la mesure. De la loi, parce que nous, ce qu'on avait compris, c'était qu'en fait, il y avait une forte hausse des malus pour finalement diriger les gens du thermique vers l'électrique, mais qu'en contrepartie, finalement, les rentrées fiscales supplémentaires qu'on allait générer, que l'administration allait générer avec la hausse des malus, allaient être réaffectées pour aider les modèles électriques. C'est manifestement pas complètement le cas. Oui, là, c'est totalement paradoxal. Donc c'est un marché c'est un environnement assez complexe. Moi, j'attache ma ceinture. Il y a devant de telles turbulences. Tu penses que malgré tout, le marché 2020 automobile va se maintenir à 2 millions d'unités ou ça risque d'être un peu compliqué? Je pense que l'année compliquée, c'était 2019. En fait, ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir où on va. Maintenant, en 2020, on sait où on va. On sait qu'à partir de début mars, c'est le WLTP qui s'applique. Donc, je pense que tout va se mettre en place assez rapidement. Et on va sortir de la situation d'attentisme actuelle où, en fait, des gens attendaient de savoir ce qui allait se passer pour voir ce qu'ils voulaient commander. Donc, maintenant, on sait où on met les pieds. Après, on a un environnement fiscal qui est nettement plus contraignant qu'avant. Donc, à nous de nous adapter et de proposer des solutions qui vont aux gens qui veulent les voitures. Clairement, ceux qui voulaient des voitures thermiques un peu puissantes, eux, soit il faut qu'ils soient prêts à payer très cher en fiscalité, soit qu'ils s'orientent vers d'autres choses. Mais au moins maintenant, on sait. C'est, à mon avis, le plus important parce que le point le plus pénalisant, c'était clairement l'incertitude. Allez, pour finir, on met tout de côté, on oublie la comptabilité. 3 modèles que tu attends en 2020, spontanément. La petite Honda électrique, parce que j'attends de la voir en vrai pour voir si les premières promesses sont tenues. T'es pas le seul. La Golf, parce que c'est un marqueur et je suis curieux de la voir en vrai pour voir ce qu'elle donne, parce que je n'ai pas été forcément très convaincu par les premières images. Et après, je suis assez curieux de voir la réponse réelle de Tesla à la Taycan avec la Model S Plaid pour voir s'ils sont effectivement capables de faire mieux que Porsche. La course à l'échalote Tesla-Porsche m'amuse. Oui, qui est une jolie course en fait maintenant. Donc, je suis impatient de voir ce qu'ils vont être capables de faire pour répondre à Porsche. Il y a toujours Julien qui est derrière la caméra, qui nous écoute religieusement, sagement. Viens là, viens dire ici. Non, mais j'en ai parlé avec toi. Ouais. Parce que Jean connaît vachement bien les nouvelles lois, les trucs et tout. Est-ce qu'au bout d'un moment, il va avoir le CO2 en dehors du rejet sur les voitures électriques qui peut être pris en compte sur la fabrication, un truc comme ça? Parce qu'en fait, là, on a l'impression qu'elles sont totalement vertueuses à 100%. Tu vois, quand tu regardes bêtement dans un truc. Ouais, tu dis 0 grammes, sinon Est-ce que ça va être pris en compte un jour ou ils n'en parlent pas du tout ou c'est pas... Alors, moi, j'ai rien entendu à ce sujet pour l'instant. Après, c'est clair que l'image qui consiste à dire voiture électrique est hyper vertueuse versus voiture thermique qui n'est pas du tout, elle est complètement fausse parce que. Ça dépend de comment est produite la voiture, où est produite la voiture, comment produit l'électricité qui va alimenter la voiture. Donc, c'est clair que, à ma connaissance, c'est pas encore dans les tuyaux. Et puis, à tous, évidemment, on vous souhaite très bonne année. La moindre question, si vous avez besoin effectivement de conseils,
pour changer de voiture et passer commande, Vous nous appelez, Jean, ouais, vous nous appelez. PCA Service, franchement. On a un bureau à Nice maintenant, nouveau bureau à Nice. dans le sud, Formidable, voilà. bah, félicitations. Voilà, on sera pas Donc il y a Lyon, il y a Nice Et à Paris, et il y a Paris. Voilà. Et Paris, on peut tomber sur toi au téléphone. Hein, il faut tomber sur moi au téléphone. Hein, Ça arrive, voilà. c'est incroyable. Allez, bah, écoutez, très bon début d'année à tous. Et puis bah, voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.